Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là aujourd'hui dans ce live organisé par la page médicale issue de Secours en médecine sur le titre de conduite à tenir devant un traumatisme crânien. Bon, j'espère que ces lives sont très bénéfiques pour vous. Donc, partagez le live au maximum à vos collègues. Merci. Donc, je suis en train de live تاعنا. وعليكم السلام ورحمة الله حكيم. وعليكم السلام ورحمة الله. Donc, le cours d'aujourd'hui est un cours très important dans le domaine de la neurochirurgie et dans la médecine générale. لتعم الفائدة. وعليكم السلام ورحمة الله حكيم. وعليكم السلام. Donc, la page médicale issue de Secours en médecine partage tout ce qui concerne la médecine en général, destiné aux étudiants en médecine, les internes, les médecins généralistes, et même page sur YouTube. تقدروا تفرجوا على les lives précédents. وعليكم السلام ورحمة الله. Donc, on commence. C'est un honneur pour moi d'accueillir aujourd'hui le professeur Samir Sabban, chef service d'unité de la neurochirurgie sur Archivatna. Merci, professeur, d'accepter notre invitation aujourd'hui dans cette page médicale. Je vous en prie, monsieur le docteur Younes Ben Abdelaziz, pour cette initiative et cette opportunité que vous m'offrez. Là, je vais traiter un sujet très important pour moi, donc à la rigueur, en tant que neurochirurgien, et en partie donc les pathologies les plus fréquentes et les plus dangereuses à connaître par l'étudiant en médecine, les traumatismes crâniens, qui restent un chapitre très important, je pense. Assalamu alaikum awalen. Bonsoir pour tout le monde, les enfants, les étudiants, et puis également pour les internes ou pour les médecins généralistes qui sont affectés un peu partout dans le fin fond de l'Algérie et qui nécessitent des renseignements généraux concernant cette pathologie un peu spécifique, les traumatismes crâniens, qui font peur quand même. Et dont la prise en charge, elle est très importante et elle est un petit peu complexe. C'est un motif de mortalité très fréquent. C'est très fréquent, très fréquent, pathologie très fréquente en neurochirurgie. Donc là, les traumatismes crâniens posent un problème de santé publique d'abord. Vu la gravité des lésions, vu le pronostic qui est engagé parfois, et puis donc ça pose un problème de prise en charge, quoi. De prise en charge initiale. Donc là, vous recevez donc un patient qui est sujet à un traumatisme crânien. Donc quand il est donc sur place, donc on peut rapidement l'évacuer, le prendre en charge. Mais quand
tu reçois des malades qui sont venus d'une région lointaine, là, ça pose un problème. Et là, donc, on fait l'accent sur la prise en charge initiale. C'est très important de mettre en condition le patient, donc, et dans les services qui ne sont pas dotés de moyens neurochirurgicaux, donc de prise en charge neurochirurgicale, la prise en charge initiale est très importante pour la prise en charge globale de ce patient. Il faut savoir que certains patients donc, posent un problème de trauma crânien qui sont mineurs, qui sont bénins, et certains qui sont de gravité moyenne, mais il y a également les traumatismes crâniens qui sont de gravité importante, qui nécessitent des soins un peu spéciaux. Et là, je m'adresse à tous les niveaux donc, de médecins, donc les externes, les étudiants, les internes, les résidents, mais également donc, les généralistes qui travaillent à distance et qui ne sont pas donc, loin de structures donc, un peu dotées, donc les centres hospitalo universitaires. Quoi. Voilà, donc est-ce qu'on commence directement ou... Oui, Hakim, on commence. Installez votre diapo sur la scène. Oui. Pour tout le monde, si vous avez des questions, n'hésitez pas de commenter au-dessous et le professeur répondra à la fin de live. Donc, on commence. Voilà, donc notre sujet aujourd'hui va traiter donc, les traumatismes crâniens en général, ce qu'on appelle les traumatismes crânio-faciales, ou crânio-encéphaliques plutôt. Je suis professeur Sebban, le médecin-chef de neurochirurgie du centre hospitalier universitaire de Batna. Alors, d'abord, on doit commencer par définir c'est quoi un traumatisme crânien. Et comme introduction, donc les définitions un peu partout, donc on peut définir n'importe quelle situation. Mais selon l'OMS, donc le trauma crânien, donc c'est toute agression mécanique, directe ou indirecte, responsable ou non d'une fracture du crâne et ou de troubles de la conscience ou de signes traduisant une souffrance encéphalique diffuse ou localisée d'apparition secondaire ou retardée. Et toujours selon l'OMS, les traumas crâniens représentent en 2020 la 3e cause de mortalité et d'invalidité dans le monde. Pour vous dire que la gravité de ces traumatismes crâniens et l'intérêt de la prise en charge initiale. On passe à l'épidémiologie. Donc, le trauma crânien, c'est une pathologie fréquemment rencontrée aux urgences. Donc, par exemple, aux USA, le nombre d'admissions dans les services des premiers recours est de 1,365 million par an, dont 80% sont traités dans les services d'urgence. Le nombre de décès liés au traumatisme crânien est de 52 000 morts par année, le tiers de tous les décès accidentels. Donc les traumas crâniens représentent le tiers des décès de tous les accidentés qui sont reçus dans les urgences. Pour dire donc l'importance et la gravité de ces traumatismes crâniens. Ils sont fréquents quand même. Hein. En Europe, l'incidence annuelle de traumas crâniens est estimée à 235 par 100 000 habitants. Les causes majeures de traumatisme crânien sont les chutes, les accidents de la voie publique, qui sont les plus importants également, et les agressions. Les populations victimes d'un traumatisme crânien sont majoritairement des hommes et on retrouve des pics d'incidence chez les jeunes enfants d'âge inférieur à 5 ans et chez les jeunes adultes de 15 à 25 ans et les personnes âgées de 75 ans et plus. Et voilà donc également pour le coût. Donc les coûts de la santé pour les traumatismes crâniens en Europe, c'est 33 billions d'euros par an. Là, c'est selon Olesen École en 2012. Donc, ce que je veux dire, donc, il représente un fléau social et de santé publique très important. Donc, ça coûte pour la société également et pour la société.
Et ça engendre des séquelles très invalidantes. Hakim, Alors, je m'excuse. Je vois que oui. le manque de TDM, miliaram dans les organisations de santé algériennes est l'un des causes fréquentes de la mortalité liée au traumatisme. Pardon, je n'ai pas saisi votre question. Je vois que le manque de TDM, miliaram dans les organisations de santé, les établissements de santé algériens est l'un des Non, mais causes fréquentes de la mortalité liée au traumatisme crânien une des causes également, par rapport aux pays par rapport, européens. oui, 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 par rapport à des. Mais ce n'est pas la seule cause qui est très importante dans la mortalité. C'est pas, donc c'est la prise en charge. Et c'est la gravité donc, des traumatismes également, la vulnérabilité des traumatismes. Donc un crâne qui est Donc, la fracturé, qui rapidité est de prise touché, en charge qui fait la et différence. c'est très important. Ce n'est pas le scanner qui va guérir, mais c'est la prise en charge initiale. Le scanner va nous donner un diagnostic à opérer ou non. Parce que ce n'est pas toutes les lésions traumatiques qui sont opérables. Hein. Donc, certaines lésions qui sont opérables, en Oui. l'occurrence les hématomes extradiraux, les PCC, les crânes, les embarrures, là, donc, on est dans le versant neurochirurgical qu'on les prend en charge. Mais les autres causes de gravité, ce sont des lésions non neurochirurgicales et qui relèvent de la réanimation beaucoup plus. D'autant plus dans les polytraumatismes qui posent un problème. Donc, effectivement, vous avez raison d'un côté que certaines structures qui sont démunies de moyens d'imagerie, donc en l'occurrence le scanner, influencent sur la prise en charge, de retarder la prise en charge et éventuellement de participer à l'aggravation du pronostic. Donc, on passe en troisième position. Surtout le pronostic fonctionnel que vital. Vital plutôt, le pronostic fonctionnel, Vital. donc on peut s'attendre, mais le pronostic vital qui est en jeu. Oui. C'est le pronostic vital. Le pronostic fonctionnel, donc il est engagé également, mais on pense à la vie de l'être humain avant de penser à une complication fonctionnelle. Oui. Voilà, donc. Alors, donc, il y a une tentative de classification de ces traumatismes. Plusieurs écoles ont essayé de classifier ces traumatismes. Donc, l'évaluation des traumatismes crâniens est une des premières étapes afin de mesurer la gravité et le risque de complications secondaires. Donc, il faut classifier, il faut mettre la gravité donc, du traumatisme crânien en passant du plus bénin vers le plus grave. Et c'est très important. Donc, différentes échelles sont utilisées. Il y a ce qu'on appelle l'échelle de coma de Glasgow, qui est élaborée par Teasdale et Gennett en 1974. Elle est basée sur trois facteurs. Vous avez l'ouverture des yeux, la réponse verbale et la réponse motrice. Alors, donc, il va de 3 jusqu'à 15. Donc, 15 quand un patient qui est tout à fait normal, conscient, donc il n'a pas de... Donc, il est scoré à 15, comme vous et moi. Et scoré à 3, ça veut dire que c'est une mort cérébrale. C'est un patient qui est décédé. Malheureusement, donc, il ne faut pas arriver à ce stade. Donc, l'ouverture des yeux, elle est cotée à 4. La réponse verbale, elle est cotée à 5. Et la réponse motrice, elle est cotée à 6. Donc, l'ouverture des yeux, donc, quand elle est nulle, donc il n'ouvre pas les yeux, donc c'est 1. À la douleur, il ouvre les yeux, donc c'est 2. À la demande, il ouvre les yeux, c'est 3. Mais quand elle est spontanée, donc c'est 4. Donc, on donne la note complète. La réponse verbale, quand elle est nulle, c'est 1. Quand elle est incompréhensible, ça veut dire il y a des sons, mais on ne comprend pas. Donc il y a 2. Quand elle est inappropriée, vous posez une question, il te répond d'une autre façon, elle est 3. Quand elle est également confuse, il y a une confusion, on donne un 4. Et quand elle est normale, on donne 5. OK? Oui. La réponse motrice, quand elle est nulle, il n'y a pas de réponse. Est-ce que, M. Belabdelaziz, c'est une question? Non. Non, tout à fait simple. Oui. Donc, c'est le plus simple donc, des échelles donc, et qu'on utilise d'ailleurs dans notre service et un peu partout dans le monde. Donc, un Français ou un Américain, donc, quand il est scoré à 8, on comprend qu'est-ce qu'il a scoré à 8. Oui. Quand il est scoré à 3, on comprend que le patient est mort cérébrale. Et la réponse motrice, donc, elle est nulle, on donne 1. Quand il y a la réponse, elle est en extension, stéréotypie, ce qu'on appelle c'est une rigidité de décérébration,
C'est mauvais ça. Hein. On donne 2. Quand la réponse elle est en flexion stéréotypée, ce qu'on appelle une rigidité de décortication, on donne 3. Quand il évite, ce qu'on appelle une réponse par évitement, on donne 4. Quand elle est orientée, on donne 5. Ça veut dire que tu lui demandes de faire le geste. Donc, il le fait. Et quand elle est aux ordres, elle est scorée. Donc, on donne un 6. OK? Donc, un sujet normal, il est scoré à 15. Mais attention, 14, 13, 12, donc il est dans l'obnubilation. C'est le coma un peu superficiel. Donc. Mais quand il s'approche donc de 8, le 8, c'est la charnière. Donc, quand on arrive au 8, il faut intuber le patient. Il faut intuber le patient. Parce que là, donc, on rentre dans la gravité donc, et le coma profond. Donc, les traumatismes crâniens graves, donc le score, il est entre 3 et 8. Ça, c'est grave. Les traumatismes crâniens modérés, le score, il est entre 9 et 12. Mais les traumatismes crâniens légers sont entre 13 et 15. OK? Donc, grave, modéré et léger. Quand quelqu'un, un généraliste qui me dit donc à distance, le patient, il est scoré à 8. Oh, il faut intuber le patient, il ne faut pas transférer votre patient. Il faut le mettre en condition. C'est un patient qui nécessite une intubation et une ventilation. Qui nécessite des mesures d'urgence. Les mesures d'urgence. Alors, l'examen du pupille, c'est très important également. Il faut examiner la taille, la réactivité et la symétrie. Donc, une mydriase à réactif avec une compression du 3 lors d'un engagement cérébral temporel. Là, c'est très grave. Donc, les pupilles, c'est très important. Il faut exclure d'autres causes métaboliques, telles que l'abus d'alcool, la douleur, donc qui peut donner également, qui peut modifier également le score, la prise médicamenteuse, le stress également, ou traumatique, traumatisme oculaire direct et l'atteinte du nerf optique, qui peuvent modifier la taille des pupilles et peuvent fausser l'échelle de Glasgow. La présence d'une asymétrie pupillaire ou d'un myosis réactif peut être le témoin d'une atteinte du tronc cérébral. Le taux de mortalité il est à 80% pour un score de Glasgow inférieur ou égal à 3 et à 10% pour un score de Glasgow entre 7 et 13. C'est très important. Les traumatismes crâniens sont répartis à 70% pour les traumatismes crâniens mineurs, 10% pour les traumas crâniens modérés et 10% pour les traumas crâniens sévères. Donc 70% quand même, ce sont des traumatismes crâniens mineurs et 10% qui sont de gravité sévère. Il y a une autre classification, c'est la classification selon Masters. La classification de Masters définit le risque de complications intracrâniennes et détermine la nécessité ou non de réaliser un examen radiologique complémentaire. C'est très important. Soit des radios simples, soit un scanner. Il y a le risque faible. Quand on a des céphalées post-traumatiques modérées, quand on a une petite sensation ébrieuse, quand on a un petit hématome ou une blessure, donc une plaie du cuir chevelu, ou une contusion, une abrasion du scalp. Ce sont des lésions, mais c'est un patient qui est tout à fait normal. Il est conscient. Il est pratiquement scoré à 15. Il y a absence de signes de groupe des 2 ou 3 de la classification de Masters qu'on voit par la suite. Là, c'est d'un risque faible. Ce type de traumatisme crânien sont classés à risque faible. Donc, ne nécessite pas les examens complémentaires. Ne nécessite pas à la rigueur d'examens complémentaires. Non, ne nécessite pas des examens complémentaires. Il y a le risque modéré. Il y a, parmi les signes de risque modéré, donc on a les modifications de la conscience au moment de l'accident ou dans les suites immédiates. Alors, c'est un patient qui arrive, qui est conscient, mais attention, il a fait une perte de connaissance initiale. Et là, c'est un patient qui doit être pris en charge parce qu'il risque de faire une complication ultime qui est l'hématome extradural. Quand on a des céphalées qui sont progressives, et voilà. Mais quand un patient qui plaide en faveur de céphalées qui sont progressives, d'intensité progressive, ce n'est pas des céphalées qui cèdent, mais qui s'accentuent progressivement.
quand on a la notion d'intoxication associée, de drogue ou d'alcool, ce type de facteurs associés aggrave la situation. Quand on a une histoire peu fiable des circonstances de l'accident, il vient, donc il vous décrit, donc, alors qu'il y a une gravité que le médecin rencontre, par exemple une plaie importante et qui est obnubilée. Et il vous dit que c'est une chute. Là, donc, vous poussez l'interrogatoire parce que apparemment, donc, il a eu un traumatisme, il a reçu un traumatisme violent. Quand il y a des vomissements répétés, quand il a une amnésie post-traumatique, il ne se souvient pas de l'incident. Donc, interrogate plutôt, ou de l'accident. Et quand il est venu dans un cadre de polytraumatisé, donc associé à d'autres lésions, là, donc, il y a un risque modéré. Quand on a des lésions faciales sévères, crâne et face, quand on a la face, une participation de la face, attention, ça plaide de la gravité et de la violence du traumatisme. Quand on a des signes de fracture basilaire, donc c'est-à-dire de la base du crâne, qui sont par exemple des ecchymoses en lunettes, qui plaident en faveur d'une fracture de l'étage antérieur ou de la lame criblée de rythmoïde, associée à une rhinorrhée, il y a un écoulement du LCR à travers le nez, ou là une contusion ou là un œdème, un hématome rétro-auriculaire qui témoigne d'une atteinte de la mastoïde ou du rocher, ou avec une otorrhée ou une otorragie. Ce sont des signes, quand même, qui nous permettent de classer le malade à risque modéré, mais toujours hospitalisé. Possibilité de fracture avec des pressions ou lésions pénétrantes. Des fois, donc, quand on a un hématome au niveau du cuir chevelu, à la palpation, on a la sensation d'une dépression de la voûte osseuse, c'est-à-dire une embarrure, mais on n'est pas convaincu. Et là, on demande des radiographies pour étayer notre diagnostic. Et attention également chez les enfants de moins de 2 ans, aux suspicions de mauvais traitement, de mauvaise prise en charge, quoi. Donc l'enfant, ne jouez pas avec l'enfant. Quand il y a des signes de traumatisme, des vomissements chez un enfant, c'est un enfant qui est abattu, qui n'est pas vraiment conscient, qui est pâle. La pâleur, des fois, elle est très importante. Quand on a des plaies importantes du cuir chevelu, on a eu des décès de transfert de malades qui avaient des scalpes du cuir chevelu, des nourrissons de moins de 2 ans. Il y a un état de choc. Ils sont décédés par un état de choc plus qu'un hématome ou une lésion intracérébrale. Il faut vous méfier de ces petits signes qui vous permettent de classer votre malade à risque modéré. Mais le risque il est élevé quand il y a une altération du niveau de la conscience, donc à l'exclusion d'une cause toxique ou d'une commercialité. Ça veut dire que ce qu'on appelle le coma post-critique. Mais altération dans un contexte traumatique, altération du niveau de la conscience, c'est un risque élevé. Des signes neurologiques focaux, un déficit, une aphasie. Là, ce sont des signes qui vous plaident en faveur d'une lésion flagrante et qui peut poser un problème pour le patient. Une diminution progressive de l'état de conscience, progressive. Une plaie pénétrante, avec issue de la matière cérébrale des fois. Une embarrure probable. Donc, quand il y a une suspicion d'embarrure, là, donc, on est obligé donc, de déclencher la batterie des examens complémentaires, de mettre en diagnostic notre lésion qui est à l'origine de cette aggravation neurologique. Donc, le master, donc, il classe en risque modéré, risque moyen et risque élevé. Donc, pour les patients du groupe 1, trauma crânien avec avec le scale donc, de Glasgow à 15, sans perte de connaissance et examen neurologique normal, ne présentent aucune complication intracrânienne. C'est des patients qui peuvent rejoindre le domicile. Une petite plaie à suturer, donc il y a un hématome sous-cutané, donc on fait une compression donc, par une bande de Velpo, donc un petit traitement contre la douleur et on lâche le patient, donc rejoindre le domicile. À l'inverse, les groupes 2, c'est-à-dire trauma crânien avec un score de Glasgow
15 associé à une perte de connaissance ou une amnésie circonstancielle, donc il ne se souvient pas de mécanisme de l'accident, et du groupe 3, c'est-à-dire le score de Glasgow inférieur ou égal à 13 et examen neurologique anormal, c'est un examen neurologique qui est anormal, comprennent respectivement 4% et 29% des patients avec des lésions intracrâniennes. Donc là, de 4 à 29%, on a des lésions intracrâniennes. Il faut faire des examens complémentaires. Quand on a un trauma crânien sans perte de connaissance, avec un score de Glasgow à 15 et un examen neurologique normal, ne nécessitant pas d'examen complémentaire, un retour à domicile était envisagé avec une surveillance par une tierce et associé à un protocole de sortie. Donc, il faut quand même, dans les 24 heures, surveiller ce patient. C'est rejoindre le domicile. Donc, la surveillance, elle s'installe toujours. Donc, il faut surveiller le patient. Et on a également donc, ce score. Donc, un score qui est ce qu'on appelle l'AIS, l'abréviature Injury Severity. C'est un centre de contrôle, donc, score émis par les États-Unis. Donc, il est en catégorie de léger. Donc, les catégories de sévérité des traumas crâniens, donc en légère, modérée et sévère, et en fonction des paramètres. Donc, imagerie médicale, en cas de catégorie légère, donc elle est normale, modérée, elle est normale ou anormale, donc elle peut être normale ou anormale, et sévère, donc elle peut être normale ou anormale. Donc, méfiez-vous des TDM qui sont normales, chez un patient qui présente un coma post-traumatique. On peut avoir des lésions axonales diffuses qui peuvent expliquer par la suite, et on va revenir sur les lésions axonales diffuses qui peuvent expliquer cet état de gravité post-traumatique. Alors, pour le score initial, elle est de 13 à 15 pour la légère, de 9 à 12 pour modérée, et elle est inférieure à 8 en cas de trauma crânien sévère. La durée de coma, elle est de moins de 30 minutes pour légère. Elle est de 30 à 24 heures pour les traumas crâniens de gravité modérée. Et pour les traumas crâniens sévères, elle est de plus de 24 heures de coma. Là, on est devant un cas très sévère. La durée d'amnésie post-traumatique, pour le léger, elle est de 0 à 1 jour. Donc, il commence à se souvenir par la suite. Et quand on a une sévérité modérée, donc elle est de 1 à 7 jours d'amnésie. Et pour les traumas crâniens sévères, elle est de plus de 7 jours. Alors, les critères de gravité. Donc, le mécanisme lésionnel. On a différents mécanismes. Il y a ce qu'on appelle des lésions primaires, initiales. On a le choc direct. La boîte crânienne touche une zone d'impact, créant ainsi une lésion avec, en fonction de la violence du choc, une plaie du cuir chevelu, une fracture du crâne, une embarrure, une plaie crânio-cérébrale et une contusion cérébrale. Vous voyez le degré donc de cette onde de choc, du choc direct. On peut avoir tout simplement une plaie du cuir chevelu. Et ça s'arrête là. On peut avoir une lésion du cuir chevelu avec une fracture. On peut avoir une lésion du cuir chevelu, une fracture et une lésion de la dure mère. On peut avoir une plaie du cuir chevelu, une fracture avec un enfoncement, sans atteinte de la dure mère. On peut avoir une plaie avec un enfoncement, avec issue de la matière cérébrale, et là on est dans les plaies crânio-cérébrales. Ce sont des plaies ouvertes et qui posent un problème sérieux qu'il faut prendre en charge en urgence. Il peut en résulter aussi des lésions de type contre-coup, c'est-à-dire le choc il est à droite, on peut avoir du côté contralatéral une lésion la même que du côté droit. C'est ce qu'on appelle le contre-coup ou ce qu'on appelle une lésion en miroir. Par exemple, une lésion au niveau frontal avec un choc frontal donne une contusion frontale, et là même cette onde de choc peut buter contre le lobe occipital et elle donne une lésion contralatérale dans le lobe occipital contralatéral. Et c'est ça, donc elle est liée à la transmission de l'onde de choc.
Il y a le deuxième phénomène, c'est le phénomène d'accélération-décélération. Et dans ce phénomène, donc le cerveau se déplace à l'intérieur de la boîte crânienne sans être forcément lié à un choc direct. C'est le cas des accidents de route de voiture. C'est des mouvements brutaux de va-et-vient et d'accélération, de décélération. Surtout Quand on lors a une de accélération freinage. de freinage, et la collision, c'est surtout la collision. Avec sortie des airbags, donc quand les airbags sortent, ça veut dire que le choc il est très vulnérable. Et ce sont des lésions très, très, très dangereuses. Sans oublier que dans ce type de lésions, on a des lésions associées du rachis cervical qui posent également un problème avec les traumatismes crâniens. Quand ils sont isolés, prendre les deux lésions en même temps, chez un comateux avec des lésions importantes, est-ce qu'on va traiter et la lésion cervicale qui pose un problème de traction et de fixation par la suite, avec une lésion médulaire associée, et des lésions cérébrales, des fois qui ne sont pas neurochirurgicales. Donc ça pose un problème. Donc, c'est l'intérêt de coller cervical lors de ramassage. Et oui, le ramassage, là, donc j'ai fait partie, donc j'ai fait tout ce qui est prise en charge neurochirurgicale. Mais s'il y a lieu de faire une autre, donc c'est surtout dans la prise en charge sur les lieux de l'accident. C'est très important par la protection civile ou par les gens qui passent en assistant à un accident. Donc, il y a des gestes. Donc, de ne pas mettre le rachis cervical en position où il est donc des lésions qui peuvent être aggravées avec le ramassage et le transfert de ce patient. Il y a des malades qui ont été transférés pour des traumas crâniens de secteurs du Sahara, par exemple, qui se sont arrivés et dans l'exploration, on a trouvé des lésions flagrantes du rachis cervical et qui se sont aggravées avec le déplacement. Quand on prend un malade et on le déplace à 120 km ou 150 km avec les moyens de transport qu'on a, avec les dodanes, avec les virages, il y a une aggravation de ce patient. Ce sont des patients qui doivent être donc, transférés soit par hélico, soit par des voitures, des ambulances qui sont équipées avec des médecins de réanimation à côté, ou des urgentistes à la rigueur à côté. Donc, on a vu les accélérations, décélérations linéaires par choc frontal, et la lésion sera une contusion frontale avec une lésion de contre-coup occipital, l'autre côté. Et on a l'accélération, décélération angulaire, des lésions de cisaillement de la substance blanche apparaîtront. Là, c'est la substance blanche du cerveau qui est touchée. Et là, on rentre dans les lésions axonales diffuses, qui sont très, très, très difficiles à prendre en charge. Et en cas que le patient va être donc sauvé, il va sortir avec des séquelles neurocognitives très importantes. Ces lésions axonales diffuses qui sont localisées préférentiellement aux zones de fixation du cerveau. Donc, le cerveau, il est fixé quand même. Hein, donc, attention, le cerveau avec le cortex, la substance blanche, le système ventriculaire, et qui est divisé en deux loges, la loge supratentorielle et la loge infratentorielle, c'est-à-dire la fosse cérébrale postérieure, avec le cervelet et le tronc cérébral. Ils sont amarrés, donc ils sont entourés par des feuillets de Durmer, donc des méninges. Il y a des espaces arachnoïdiens où le ciel va passer. Il y a des nerfs crâniens qui vont passer à travers les trous de la base du crâne, mais qui sont accolés à cette boîte crânienne. Et dans ces mouvements, il y a un arrachement de ces... Donc, et le cerveau va présenter un mouvement en masse au niveau de cette ancêtre, et les rebonds, donc le choc avec un rebond peut engendrer des lésions de cisaillement axonal. Elle touche les axones. Elle ne touche pas les cellules neurologiques. Elle touche les axones. Donc, et là, on peut trouver des lésions au niveau du corps calleux, au niveau de la commissure antérieure, au niveau de la région périventriculaire, au niveau du tronc cérébral, qui peuvent engendrer un coma d'emblée. Les éléments amnestiques, c'est très important, les critères de gravité. Donc, il faut ressortir les éléments qui nous permettent de classer donc, ces traumatismes en gravité croissante, modérée, mineure,
modérée et grave. Donc, en plus des mécanismes lésionnels, il existe d'autres facteurs à rechercher pour déterminer les critères de gravité. Donc, des facteurs liés aux circonstances du traumatisme et à la cinétique. Lors d'un traumatisme crânien surtout grave, la présence d'autres traumatismes doit être recherchée. Les fractures des extrémités, qu'on les retrouve dans 70%. Pour les traumatismes thoraciques, 35%. Les traumatismes abdominaux, 20% des cas. Et des traumatismes du rachis dans 8% des cas. Là, donc, c'est des facteurs qui surajoutent la gravité du traumatisme crânien. Attention, le cerveau il dépend d'autres organes. Il dépend du cœur, il dépend du poumon. Le poumon assure l'oxygène. De la polytrauma. Et là, on rentre dans le chapitre des polytraumatismes. Donc, il faut noter l'heure de l'accident, l'âge du patient, c'est très important, la chute, en cas de chute, la hauteur, la notion de malaise. Est-ce qu'il a pris un malaise avant la chute? Ça change. Et la localisation de l'impact exact. Vous avez la région frontale, vous avez la région pariétale, vous avez la région temporale, vous avez la région occipitale, vous avez la région de la fosse. Donc, et chaque région, elle est spécifique. La frontale, elle est moins dangereuse par rapport à la région temporale. Elle est moins dangereuse parce que c'est le lobe frontal. Mais le lobe temporal, il est très dangereux, surtout à gauche. Pour un droitier à gauche, des lésions du lobe temporal peuvent engendrer des lésions par la suite qui peuvent donner des troubles fonctionnels type l'aphasie et le déficit moteur. Donc, en cas d'accident de la voie publique, donc, il faut noter la vitesse, la déformation, donc là c'est des informations. La vitesse donc, sur laquelle il roulait, la déformation du véhicule, est-ce qu'il y a un choc important du véhicule? Ça témoigne de la gravité et de la violence et de la vulnérabilité du traumatisme. Les décès sur le site, est-ce qu'il y a eu des décès dans ce traumatisme? Le port de ceinture et ou des airbags déployés, le port de casque pour les deux roues, avec localisation de l'impact. En cas d'agression, il faut noter l'objet de l'agression, le point par exemple, localisation de la plaie. La perte de connaissance initiale, c'est très important. On va parler ensuite par les hématomes extraduraux. La notion d'abus de substances, donc toxiques, donc les drogues, l'alcool, l'amnésie antérograde et rétrograde. Il ne se souvient pas des choses qui se passent maintenant et qui s'est passé dans le passé. Les convulsions, c'est mauvais. Quand un patient de traumatisme crânien qui fait des convulsions, c'est pas bien. C'est un cerveau qui souffre et qui souffre de l'ischémie ou de l'hypoxie. Attention. Les patients sous anticoagulants sont classés également des patients à risque. Et d'autres traumatismes associés qu'on a cités, la recherche des fractures de la base du crâne par les hématomes en lunettes en cas de fracture de l'étage antérieur, ou la rhinorrhée également, qui plaide en faveur de l'étage antérieur et moyen. Et vous avez l'hématome rétroauriculaire en faveur d'une lésion du rocher, ou avec l'autorrhée ou l'autoragie, donc écoulement du SIR à travers l'oreille, ou du sang à travers l'oreille, qui plaide en faveur d'une lésion du rocher. Et le rocher, il est à cheval sur le lobe temporal et à cheval sur la fosse temporale, la fosse cérébrale postérieure. Qui entraîne des lésions sur la coordination surtout, professeur. Oui, donc en cas de lésion cérébelleuse. Mais en cas de fracture du rocher, vous avez eu l'atteinte de la 7e paire crânienne qui passe par là. Et attention, l'apex de l'artère cérébrale, de la carotide interne cérébrale, elle passe par là, donc par l'apex ou le sommet du rocher. Et quand on a une lésion là, donc elle peut engendrer des lésions vasculaires qui sont très importantes, ou des lésions indirectes sur les vaisseaux qui donnent par la suite ce qu'on appelle des vasospasmes. Et ça crée des lésions ischémiques. C'est des vaisseaux qui se mettent à se contracter et le sang n'arrive pas à certaines zones. Ça accentue la souffrance cérébrale et ça engage le pronostic vital du patient. Voilà, donc on passe.
L'imagerie médicale, elle est systématique, pratiquement pour tous les traumas crâniens graves ou modérés. La pertinence d'effectuer un scanner cérébral pour les traumatismes crâniens de type mineur, ça reste un point donc à discuter, mais par excès, donc on peut demander. Quand on a un service de radiologie ou un scanner à côté, au moindre signe, donc on demande. Donc, et surtout pour les patients qui sont hospitalisés pour une surveillance clinico-radiologique. Ça veut dire que c'est un patient qui est sujet à faire des complications, on l'hospitalise et à la demande, on fait un scanner cérébral. Selon Heidel, une TDM est indiquée si le patient présente un des signes, les 7 critères. Il y a 7 critères sur lesquels on demande un scanner selon Heidel. Des céphalées, des vomissements, un âge supérieur à 60 ans. C'est un âge vulnérable. Le patient peut faire des hématomes suduraux aigus. Une intoxication à l'alcool, elle aggrave les traumatismes crâniens. Ou à des stupéfiants. Des troubles de la mémoire à court terme. Les troubles de la mémoire également, ça ne pardonne pas. C'est un bon signe également pour faire un scanner, pour explorer. Une lésion traumatique au-dessus des clavicules, c'est-à-dire le rachis, au-dessus des clavicules, les vaisseaux du cou, ou bien des convulsions. Là, ce sont des signes qui vous disent, mon ami, donc il faut faire un scanner, s'il est à côté de toi. Ou de faire transférer le malade pour faire un scanner, et vous aurez un diagnostic. Soit il est négatif, le scanner, et là, donc on est soulagé. C'est une surveillance. Il y a des lésions qui doivent être sur lesquelles donc, on doit hospitaliser le patient davantage et le surveiller quelques jours. Alors, il y a une classification canadienne pour les traumatismes crâniens mineurs. Donc, le scanner cérébral est requis pour les traumatismes crâniens mineurs s'il présente un des critères suivants. Là, c'est une constatation canadienne. C'est une classification canadienne, ça. Hein. Le scanner cérébral est requis pour les traumatismes crâniens mineurs s'il présente un des critères suivants. Un haut risque d'intervention neurochirurgicale. Oh, c'est un patient qui vient avec notion d'intervalle libre, par exemple. Il a fait un traumatisme, il a perdu des connaissances et reprend la connaissance. On met des géboholiques dans un tableau d'obnubilation. Il commence à faire des troubles de la conscience. Il a eu le temps de développer un hématome. Et là, je suis sûr que je vais trouver un hématome et pour lequel je vais faire une intervention chirurgicale. Je demande un scanner. Quand j'ai une question. Pourquoi l'alcool aggrave la situation du patient et aggrave le pronostic? Et parce qu'il va favoriser également, donc sur le plan métabolique, l'hypoxie et également les ischémies surtout, et les œdèmes cérébrales. On va en parler par la suite. Parce qu'il y a l'œdème post-traumatique qui peut être vasogénique ou cytotoxique. C'est dans ce sens. Et un patient qui est en état d'ivresse, le traumatisme, le coma, il est profond par rapport à un sujet qui est normal. Et les lésions sont multipliées par 2, 3. Un hématome chez un patient, un hématome intraparenchymal post-traumatique chez un patient ordinaire normal, il est moins dangereux que chez un patient en état d'alcoolisme. OK? Oui, d'accord. Donc, quand on a un score de Glasgow inférieur à 15 jusqu'à 2 heures post-traumatique, 2 heures de surveillance, il est inférieur à 15, là, on est obligé de faire, donc 15, c'est-à-dire 14, 13, 12, jusqu'à 8. Donc là, on est obligé de faire un scanner. 2 heures après le traumatisme. Quand on a une suspicion d'une fracture ouverte ou une embarrure, par exemple, là, de simple, on peut avoir des signes de fracture ou d'embarrure. Là, on demande un scanner. Quand on a des signes de fracture de la base du crâne, donc les signes cliniques qu'on a décrits, quand on a plus de 2 épisodes de vomissement, et quand on a un âge supérieur à 65 ans, le risque il est modéré de lésion cérébrale au CT scanner. Donc le risque il est modéré quand on a une amnésie rétrograde supérieure à 30 minutes. Et quand le mécanisme il est violent.
donc il est modéré, de lésions donc on ne va pas trouver grand-chose. La physiopathologie. Alors, les lésions cérébrales du traumatisme crânien, on décrit deux types. On a les lésions primitives et les lésions secondaires, et on a les lésions focales ou les lésions diffuses d'autre part. Donc deux, lésions primitives et lésions secondaires, lésions focales ou lésions diffuses. Les lésions primitives ou focales, on a le coup et le contre-coup du traumatisme, et leur siège se situe en regard de la zone de l'impact, ou diamétralement opposés. C'est le coup de la balle de billard, donc un rebond. Donc frontal, il y a une contusion. Et l'onde de choc va frapper la zone occipitale contralatérale. Et on a deux lésions qui sont opposées diamétralement. Elle comprend les hématomes intra- ou péricérébraux et les contusions cérébrales. Donc deux types. Vous avez les hématomes qui sont intra- ou péricérébraux, c'est-à-dire à l'intérieur du cerveau, ou qui sont autour du cerveau. Et les contusions cérébrales. La contusion cérébrale, c'est la lésion élémentaire post-traumatique. Cette contusion cérébrale, elle est souvent superficielle, mais elle est parfois profonde. Les sièges les plus rencontrés sont les sièges frontotemporaux ou les zones occipitales. Frontotemporales et occipitales. Les fractures de la base du crâne en particulier peuvent générer des lésions des nerfs crâniens. Comme j'ai dit, donc fracture du rocher peut engendrer une atteinte du tronc. La lame criblée de l'étroïde, une fracture là-bas, peut engendrer une hyposmie. OK? Oui. Une lésion directe oculaire, elle peut engendrer une baisse de l'acuité visuelle. De l'acuité visuelle. Voilà. Ces lésions focales seront responsables de déficits systématisés et focaux selon leur site. Des lésions diffuses peuvent être aussi apparaître, ce qu'on appelle les lésions axonales diffuses, ainsi que les micro-hémorragies. Ce sont des micro-hémorragies qu'on voit à peine sur le scanner et qui sont bien visualisées sur l'IRM. Ces lésions sont de très petite taille, microscopiques, situées à de multiples endroits de la substance blanche. Ils sont dans la substance blanche, sont la résultante de traumatismes de l'axone. Ce sont des lésions de l'axone, par des mécanismes d'accélération, décélération et de torsion dans les 24-72 heures suivant l'accident, avec un tableau de grande sévérité clinique. C'est des comas d'emblée profonds. En particulier du trouble de la conscience, et à plus long terme, responsable d'une grande partie des troubles cognitifs et comportementaux des blessés. Là, ce sont des séquelles à long terme. Toujours la physiopathologie, le mécanisme de la régulation de la pression de perfusion cérébrale et de la pression intracrânienne. Le corollaire commun donc, des aggravations dans les traumas crâniens, c'est la pression intracrânienne et qui va avec la pression de perfusion cérébrale. Les deux pressions doivent être dans des normes correctes pour pouvoir assurer une homéostasie et un fonctionnement cérébral correct. Lors d'un traumatisme crânien, les mécanismes d'autorégulation de la pression intracrânienne et de la pression de perfusion cérébrale se trouvent déstabilisés. En temps normal, la pression intracrânienne dépend du volume des tissus cérébraux, du volume sanguin et du liquide cérébro-rachidien, le LCR. Cette pression intracrânienne, elle se situe entre 5 et 15 mm de mercure. Au-delà de 20 mm de mercure, on parlera d'hypertension intracrânienne, ce qu'on appelle l'HIC. Donc, cette hypertension intracrânienne réduit le débit sanguin cérébral, et provoque une ischémie cérébrale, détruisant les cellules. Donc, il y a une destruction, ou ce qu'on appelle une cytolyse, une destruction des cellules nerveuses. La pression de perfusion cérébrale est d'environ de 80 mm de mercure. Elle est calculée ainsi.
la pression de perfusion cérébrale est égale à la pression artérielle moyenne moins la pression intracrânienne. C'est la règle. La pression de perfusion cérébrale peut être monitorée, donc on peut mesurer cette pression de perfusion cérébrale, soit par le Doppler transcrânien, et c'est un moyen anodin, qu'on peut le répéter surtout si les traumatismes crâniens graves, et qui donne des chiffres de pression de perfusion cérébrale qui sont plus ou moins acceptables et corrects. Soit par la mise en place d'un capteur de PIC, donc de pression intracrânienne, au niveau des ventricules. Et là, c'est une exploration délabrante, invasive. La mesure doit être la plus précoce possible et systématique lors de Glasgow inférieur ou égal à 8. Donc, elle est obligatoire en cas d'un coma de Glasgow inférieur ou égal à 8. Donc, et là, on est devant des hématomes, des contusions, des œdèmes, avec des effacements des cystènes de la base. Donc, cet œdème, qu'est-ce qu'il va donner sur le plan TDM? Donc, quand on a un œdème cérébral post-traumatique, qu'est-ce qu'il va? Il va effacer les ventricules. Les ventricules cérébraux vont se collaber. Les sillons des lobes cérébraux vont être effacés. Les cystènes de la base qu'on voit sur le scanner vont être effacés également. Et c'est une pression terrible. La diminution de la pression de perfusion cérébrale au-delà de 50 mm de mercure entraîne des dommages neurologiques irréversibles. C'est très important. En cas de trauma crânien grave, sévère, un phénomène physiologique appelé la réaction de Cushing. Elle est basée sur 3 signes cliniques, ce qu'on appelle la triade de Cushing. C'est la bradycardie, l'hypertension artérielle et la bradypnée. Bradycardie, hypertension artérielle et bradypnée. C'est des signes qui précèdent une hernie du tronc, ce qu'on appelle un engagement. Donc, quand on a un engagement du bulbe à travers le foramen magnum ou le foramen du tronc occipital, donc, on a cette triade de Cushing avec une bradycardie, hypertension artérielle et une bradypnée qui va précipiter les choses et le patient va évoluer vers le décès. C'est une urgence neurochirurgicale qui demande une évacuation de l'hématome qui comprime le cerveau. Là, le neurochirurgien intervient pour lever cette... Mais attention, le neurochirurgien intervient avant l'engagement. Quand on a des signes, par exemple, une pression de perfusion cérébrale qui n'est pas assez bonne, avec un hématome, donc c'est un début d'engagement, donc là, je dois intervenir. Il y a ce qu'on appelle également les agressions cérébrales secondaires d'origine systémique, ce qu'on appelle les axos. Les axos sont déterminants dans le pronostic de survie du patient et l'apparition d'une ischémie cérébrale. Ils favorisent l'augmentation du volume cérébral et donc celui de l'hypertension intracrânienne et ou de l'augmentation du métabolisme cérébral. Les mécanismes physiologiques des axos, processus menant à l'ischémie cérébrale. C'est l'ischémie cérébrale qui est derrière ces axos. Donc, les lésions primaires, donc traumatisme, ischémie, hématome, œdème, et on a à gauche les lésions secondaires d'origine centrale, et à droite les lésions secondaires d'origine systémique, ce qu'on appelle les axos. Donc, les lésions secondaires d'origine centrale, vous avez l'œdème cérébral. C'est très, très, très nocif. La rupture de la barrière hémato-encéphalique. La majoration de l'hématome. Ça, ce sont des lésions secondaires. Un hématome initial qui va augmenter de volume. Un œdème qui va augmenter, donc qui va prendre de l'ampleur. Un vasospasme, donc qui est générateur d'ischémie, qui va majorer également la situation. La présence d'une hydrocéphalie qui va augmenter la pression intracrânienne. Et l'hypertension intracrânienne qui augmente. Donc tout ça, ce sont des lésions secondaires
d'origine centrale. Il y a des lésions secondaires. Je note que l'expression clinique lors d'un hématome intracrânien diffère qu'un sujet avec un autre conséquence de traumatisme. Par exemple, dans la céphalie, lors d'un hématome intracrânien et de type céphalie en casque. Au contraire des autres types de traumatisme crânien, la céphalie diffère, je pense. Diffère, bien sûr. C'est la HIC. Une tumeur cérébrale, par exemple, avec hydrocéphalie. Une tumeur de la FCP chez un enfant avec hydrocéphalie. Donc, c'est une hydrocéphalie qui est d'origine par blocage tumoral. Elle a eu le temps, mais arrivée à un stade, donc elle vomit. Ce sont des vomissements qui sont incoercibles en G et en casque. Mais là, dans un contexte traumatique, là, ça diffère. Quand on a des céphalies à la suite d'un traumatisme, ce n'est pas comme des céphalies suite à une tumeur cérébrale ou à une hydrocéphalie de naissance, par exemple. OK? Oui, je comprends. Donc, pour les lésions primaires, traumatiques, il y a les ischémies, il y a les hématomes, il y a l'œdème. Elles donnent ce qu'on appelle une excitotoxicité, et l'œdème et l'ischémie et l'apoptose. En général, c'est ce qu'on appelle l'œdème cytotoxique. Cytotoxique, c'est la cellule qui est touchée, donc elle est détruite. Mais quand on a un œdème post-traumatique vasogénique, c'est la barrière hématoencéphalique qui est touchée. Et c'est un exudat en région interstitielle. La cellule neurologique, elle n'est pas touchée. Mais le cytotoxique, elle est touchée. Et ça donne une mort cellulaire, séquelles neurologiques, voire une mortalité du patient quand on a un œdème cytotoxique. Il est très dangereux. Et pour les lésions secondaires d'origine systémique, vous avez une hypotension artérielle, une hypertension artérielle, une hypoxémie, ça aggrave la situation, une hypocapnie, une fièvre, une hypoglycémie et une hyperglycémie. Ce sont des lésions qui peuvent aggraver la situation des traumatismes crâniens graves. Sur le plan cellulaire, nombreux mécanismes. On a la libération de neurotransmetteurs, excitateurs et de radicaux libres. L'afflux intracellulaire de calcium, des perturbations métaboliques cellulaires, en particulier un déséquilibre glycémique, un dysfonctionnement mitochondrial, une réponse inflammatoire locale. Là, c'est à l'échelle cellulaire. Ces dysfonctionnements engendrent eux-mêmes une cascade d'événements qui aboutissent généralement à l'apoptose neuronale, destruction neuronale. Et c'est pas bien, et c'est là, on est au stade ultime donc de gravité des traumatismes crâniens ou des lésions cérébrales post-traumatiques. Les lésions secondaires, il y a une aggravation des lésions initiales dans les jours qui suivent le traumatisme. Par exemple, à GA, j'ai un hématome ou une contusion. Dans les suites ou les jours qui viennent, soit quand on a une évolution favorable et le patient va s'améliorer progressivement, soit il y a une aggravation. Et ce sont les lésions secondaires. Elle implique au plan macroscopique une co-occurrence des lésions focales. Donc, il y a plusieurs lésions qui vont focaliser les unes ou par action centrifuge vers une. Donc, ils vont aggraver la situation. Donc, elle devient une lésion plus importante, avec des lésions focales et d'une ischémie du tissu cérébral qui entoure ces lésions et qui est le sujet de ce traumatisme, et qui aggrave l'œdème cérébral et l'hypertension intracrânienne. Toujours l'hypertension intracrânienne est dans la question. C'est le corollaire commun de toutes les traumas crâniens graves. En conséquence, elle entraîne une diminution de la pression de perfusion cérébrale et donc de l'oxygénation cérébrale. Ce mécanisme est majoré par certaines conditions systémiques fréquentes après un polytraumatisme, comme l'hypotension ou l'hyperthermie. Alors, les aspects lésionnels. Je vous ai mis cette image pour voir les différents constituants du cerveau, du crâne, donc de la peau vers la profondeur. Vous avez le cuir chevelu, et puis vous avez le périoste,
et vous avez l'os. Donc le périos, c'est cette couche qui va entourer l'os et qui est sous la peau. Et vous avez, sous l'os, vous avez les méninges. Vous avez la dulmère qui est la plus dure, donc elle est résistante, elle est plus dure, elle est plus consistante. Et sous la dulmère, vous avez l'arachnoïde, comme son nez, donc elle est lâche, elle n'est pas vraiment. Donc sous la dulmère, il y a ce qu'on appelle l'espace sous-dural, qui peut être le siège donc, des hématomes sous-duraux, ou ce qu'on appelle un hématome sous-dural, post-traumatique. Et entre l'arachnoïde et la pimère, donc c'est une très fine couche qui est accolée au cerveau. La pimère, c'est la troisième méninge. Et entre donc l'arachnoïde et la pimère, vous avez l'espace sous-arachnoïdien. Et là également, il peut être le siège donc d'une hémorragie, ce qu'on appelle hémorragie sous-arachnoïdienne, ou certaines collections, ce qu'on appelle les zygrantes par exemple, ces dilatations. Donc le LCR prend donc une ampleur importante dans ces zones et donne cette lésion. Et juste, donc vous avez le cerveau, donc avec le cortex, la substance blanche. Donc là, c'est une coupe sur le milieu, donc où on voit le sinus longitudinal supérieur, donc qui est au milieu, en bleu. Donc il va drainer tous les vaisseaux, les veines du cerveau, donc du cortex. Donc il va donc assurer le retour veineux du cortex. Donc à chaque fois, donc traumatisme, donc on peut avoir à des degrés variables allant de la peau jusqu'au cerveau. Donc les lésions primaires, vous avez les lésions focales. On peut avoir des fractures du crâne, des embarrures. Embarrure, c'est une fracture avec un enfoncement. Il s'enfonce. Donc il va impacter le cerveau. Donc il va comprimer le cerveau. On peut avoir des fractures de la base du crâne, pour lesquelles on peut avoir des brèches de dulmère, donc des lésions de la dulmère, de l'étage antérieur qui peut donner une rhénorrhée. Donc elle touche la lame créblée de l'ethmoïde. Et l'étage moyen, vous avez une autorrhée par fracture du rocher. On peut avoir des lésions associées, donc les nerfs crâniens, la carotide interne et des veines d'amarrage. Donc le cortex il est lié à la dulmère par des veines de bridge veins, ce qu'on appelle les bridge veins, ou des veines en peau. En cas de traumatisme, ces veines vont être coupées et le sang va couler dans les espaces sous-arachnoïdiens, sous-dural, et elles donnent l'hématome sous-dural. On peut avoir une plaie crânio-cérébrale. C'est dangereux parce que là, le cerveau, pratiquement, il est à nu. Donc, il y a issu de la matière cérébrale à travers une fracture embarrée ou une fracture et lésion du périoste et de la peau. Et là, le pronostic infectieux est en jeu. Donc, il faut réparer tout ça. Donc, il faut enlever l'os, donc réduire l'embarrure et fermer la dulmère pour que le pronostic infectieux sera écarté. Là, c'est des lésions de fracture de la voûte du crâne. Et en bas, vous avez une lésion de fracture avec une embarrure, comme vous voyez, donc un fragment osseux qui s'est détaché, il s'est enfoncé et il est dans le cerveau. Donc, il y a une compression du cerveau. Et apparemment, il y a une lésion de la dulmère associée. Là, c'est un peu particulier, donc chez le nourrisson, qui a l'os qui est cartilagineux, qui est en voie de développement et n'est pas ossifié aussi. Et ça donne, donc, en cas d'impact direct de certains os, surtout la région pariétale. Donc, elle donne ce qu'on appelle une embarrure en ping-pong. Donc, il suffit de faire une petite incision et de décoller donc l'os de la dulmère. Il vient. C'est comme l'effet de la balle de ping-pong quand elle est comprimée. Donc, et quand elle est lâchée, donc, le rebord revient à sa place. Voilà. Les hématomes extradurales. C'est très important, l'hématome extradural. C'est l'une des urgences la plus importante en neurochirurgie et c'est une extrême urgence. Donc, l'hématome extradural, l'évolution, ça n'attend pas. Alors, c'est un patient, en général, jeune. Il fait un traumatisme. Il vient au niveau des urgences, notion de perte de connaissance initiale.
cette notion de perte de connaissance, il la rapporte par lui ou par l'entourage. Donc, il fait donc une trouble de la conscience et reprend connaissance et vient. C'est un patient dont l'examen neurologique il est tout à fait normal. Mais cette notion d'intervalle libre vous laisse donc le patient, tu le gardes parce qu'il peut faire ce type de complications. Donc, après un intervalle libre, le patient commence à faire des signes. Mais attention, c'est des signes, quand ils vont s'installer, ils vont s'aggraver progressivement jusqu'à arriver à un stade où l'aggravation, elle est irréversible. C'est un patient qui commence à avoir des céphalées intenses, progressives, d'intensité. Il vomit. Après un certain temps, il commence à avoir des troubles de la conscience. Obnubilé, maintenant, et par la suite, il y a une installation des signes neurologiques. Ça veut dire qu'il commence à avoir une fatigabilité d'un corps ou un déficit d'un corps. Et dans l'examen, vous trouvez une dilatation pupillaire du côté, en général, contralatéral au déficit. Donc, il fait un déficit d'un côté et la mydriase de l'autre côté. C'est un patient qui fait un hématome extradural authentique. Tu n'as pas le temps, il faut faire un scanner pour mettre le diagnostic rapidement si tu en as, sinon tu fais rentrer le patient et tu opères le patient parce qu'il fait un hématome. Sinon, l'évolution, elle va vers l'aggravation. C'est un patient qui va être intubé et l'aggravation va faire l'engagement avec des troubles respiratoires, donc des troubles cardio-respiratoires. Donc il va te faire donc, un arrêt cardio-respiratoire à l'ultime. Ok, donc l'hématome extradural, ça ne pardonne pas. Alors, l'intervalle libre, il diffère. Dans les formes sur-aiguës, il est de moins d'une demi-heure. Sur-aigu, ça veut dire qu'il y a un saignement actif. C'est un saignement artériel. C'est une artère qui saigne. Donc, la gravité de l'aggravation, c'est une... Donc, mais quand on a un hématome dont l'aggravation elle est progressive, soit que le saignement il est d'origine osseuse ou veineux. Mais quand le saignement il est artériel, il est actif. Ça veut dire que le patient s'aggrave rapidement. Voilà, c'est un cas d'un hématome extradural qu'on a opéré dans notre service. Et comme vous voyez, donc après un volet orienté en fonction de l'imagerie du scanner vers la région qu'on doit opérer, donc apparemment c'est pariétal. Un volet qu'on fait, donc qu'on confectionne à 4 trous, on lève le volet, vous avez cet hématome en noir, c'est l'hématome. Il est très important. Et là, c'est après l'évacuation, donc le cerveau, il est très à l'aise. On fait l'hémostase de l'os avec la cire de Horsley et on couvre le cerveau avec du surgicel parce qu'il va faire l'hémostase et on remet le volet osseux. Et c'est une extrême urgence. Hématome suddural aigu. Le mécanisme, il est direct ou indirect par inertie. Soit un choc direct, soit un choc indirect. Il est souvent associé à une contusion cérébrale sous-jacente. Il n'est pas isolé. Donc, dans la majorité des cas, il est associé à une contusion cérébrale. Et c'est ça l'hématome. Hein? C'est l'image en lentille. C'est l'image en croissant plutôt, hyperdense. Vous avez là le système ventriculaire gauche avec le plexus choroïde, mais le côté droit, on ne le voit pas. Est-ce que vous voyez ce que je vois? Regardez cet effet de masse. C'est un hématome qui exerce un effet de masse, pas lui seul, mais avec un œdème associé. Et là, quand on a un effet de masse, et quand on trace la ligne médiane, elle est déviée. Elle est déviée de plus de 5 mm. Quand on a une déviation de la médiane de plus de 5 mm, là, on est dans l'engagement. D'autant plus que cette région, c'est la région temporale. Et quand on a un processus ou un hématome dans la région temporale, il va comprimer le lobe temporal et il va faire engager la 5e circonvolution temporale, ou ce qu'on appelle l'hippocampe, dans l'incisure interhémisphérique, dans l'incisure de la petite circonférence de la tente du cervelet.
Et là passe le 3. Quand elle est comprimée, le 3, donc ça donne une midriase d'un côté, et le mésencéphale, il est comprimé, donc il donne une hémiplégie contralatérale. OK? Oui. Et là, c'est une urgence. Il faut opérer. Et l'intervention sur un hématome sous-dural, ce n'est pas comme un hématome extradural. Il faut ouvrir, il faut faire donc une ouverture plus ou moins large. Il faut évacuer tous ces hématomes, donc il faut s'assurer qu'il n'y a pas un saignement dans l'espace sous-dural. C'est très important. L'hématome sous-dural chronique, quand il dépasse Donc, les 20 Hakim, c'est l'intervalle libre qui fait la différence Ah oui, ah oui, entre oui, oui, c'est l'interrogatoire. l'intervalle libre. En règle générale, c'est 6 heures de temps. À partir de 6 heures, il commence à faire des signes. Soit dans les formes sur-aiguës, c'est-à-dire moins d'une demi-heure, il commence à faire. Soit plus de 6 heures, et là, dans les formes sub-aiguës. Plus de 6 heures jusqu'à 24 heures, c'est sub-aigu. Mais la chronicité passe à 3 semaines. Donc, quand c'est un hématome chronique, il est noir. Vous voyez, donc le croissant, il est noir. Et l'hématome extradural, c'est l'aspect en lentille biconvexe. Vous avez la lentille biconvexe, شفتوها donc نرجع هاي la lentille biconvexe. Là, c'est une lentille biconvexe. Elle est convexe vers le cerveau. Elle est convexe vers le cerveau. Ou plutôt concave vers le cerveau. Et là, l'hématome, il est évacué et on va en bas. Donc, le volet osseux qu'on a fait, et l'hématome, il est pratiquement absent. Et le patient, il est guéri. L'hématome suddural, donc c'est des deux côtés, il est bilatéral en général. Hein, donc, en général, il est bilatéral. Ça peut être d'un côté ou de l'autre. Et c'est une image en croissant. C'est une image en croissant. Donc, vacuo, donc c'est cet espace suddural, donc il va être rempli progressivement par du sang. Et le sang qui va passer donc à la chronicité, ça donne cet aspect. Mais des fois, il y a les formes, ce qu'on appelle subaiguës. Donc le sang, tu vois un sédiment blanc. C'est du sang qui est récent. Suite à un traumatisme, donc il peut saigner à l'intérieur de cet hématome également. Donc là, c'est chronique. Quand on ouvre, on trouve un liquide brunâtre. Ce n'est pas du sang frais. Et là également, c'est une urgence, il faut opérer. La contusion cérébrale la plus fréquente, donc elle peut avoir donc, suite à un impact direct, soit par inertie ou par accélération, décélération. Dans 35 à 75% des cas, on la voit cette contusion cérébrale. Le contact contact entre la surface cérébrale et les os du crâne associant des lésions cellulaires et vasculaires. C'est intriqué, hein? C'est le cerveau qui est touché avec des vaisseaux entremêlés. Du même côté que le point d'impact, c'est le coup, ou du côté opposé, ce qu'on appelle le contre-coup. L'attrition cérébrale, c'est le maximum de lésions, c'est l'ultime lésion cérébrale importante, c'est la contusion. C'est une contusion plus poussée, avec une destruction neuronale et cellulaire très importante. Il y a des aspects TD invariables. On peut avoir des noyaux hyperdenses, c'est-à-dire il y a un saignement entre les deux zones hypodenses, c'est-à-dire l'œdème, avec risque d'ischémie. Donc, c'est ce qu'on appelle la contusion œdémato-hémorragique. Et là, toujours l'ischémie, ça existe. Là, c'est des images de contusion. Là, c'est frontal. Là, c'est un peu des deux côtés. Donc, là, c'est une hémorragie sous-arachnoïdienne associée. Et là, c'est des lésions de contusion ou des lésions cérébrales. Les unes qui sont superficielles. Et là, elle est profonde au niveau de la tête du noyau codé. On se rapproche des noyaux de la base du crâne, du cerveau plutôt. Et là, donc, c'est des images donc, qui montrent donc, des lésions associées. Vous avez une fracture, qu'on voit ici sur les coupes, une fracture étendue, donc du vertex, associée à un hématome suddural et des lésions de contusion cérébrale. Et des lésions de contusion cérébrale.
à l'hématome subdural associé. Les lésions diffuses. Comme lésions diffuses, on a l'œdème cérébral. L'œdème cérébral, c'est un œdème cellulaire, cytotoxique ou ischémique, osmotique également, appelé osmotique également. L'œdème extracellulaire, il est vasogénique. Et l'œdème interstitiel, il donne ce qu'on appelle le brain swelling. C'est un gonflement cérébral diffus. Il est plus fréquent chez l'enfant. Et radiologiquement, vous avez un collapsus ventriculaire avec une disparition des systèmes de la base et des sillons corticaux. L'aspect d'un œdème cérébral diffus, vous avez des petits ventricules, à peine ébanneux. Les sillons, le cerveau, il est monotone. Il n'y a pas de différenciation entre la substance blanche, la substance grise et la substance blanche. Donc, c'est un cerveau qui est très gonflé. Il est très important. Et dans ces cas, quand on a des swellings ou des œdèmes cérébrales diffus très importants et avancés, on peut proposer ce qu'on appelle les volets décompressifs. Donc, on enlève l'os carrément toutes ces os, donc fronto-parieto-temporal, donc pour décomprimer le cerveau. Et là, donc, également, c'est une technique qui est réservée à ce qu'on appelle donc les HIC réfractaires, c'est-à-dire les hypertensions intracrâniennes qui ne cèdent pas au sous-traitement médical. Et l'œdème, c'est très important, ça. Hein. Donc, c'est l'une des causes de mortalité. L'œdème tue. L'œdème tue. Toujours les actions. On utilise le magnétol, Hakim. On utilise le magnétol comme moyen médical. Donc, la ventilation, donc l'intubation, la ventilation, et puis donc les traitements donc, qui diminuent la pression intracrânienne, entre autres le magnétol. On peut donner le magnétol sous forme de flash. On va essayer donc de diminuer au maximum cette pression intracrânienne. Alors, pour les actions diffuses, donc le concept anatomoclinique classique, il y a une perte de conscience immédiate, prolongée et durable, donc un coma qui dépasse les 6 heures. Là, on est devant des lésions actionnelles diffuses. Coma d'emblée. Absence de lésions de masse expliquant le coma. Dire une TDM gage des lésions. Il n'y a pas de lésion, il n'y a pas un hématome important, il n'y a pas un hématome intraparenchymateux, il n'y a pas de lésions qui peuvent expliquer ce coma. Et ce sont des lésions microscopiques spécifiques de rupture axonale, le mécanisme lésionnel par accélération-décélération angulaire. Là, c'est un mécanisme très vulnérable. Il se voit surtout dans les accidents de la voie publique, dans les chutes et dans les agressions également. Sur le plan neuropathologique, ce sont pour les lésions macroscopiques, ce sont des petites lésions ovales, multifocales, œdémateuses ou hémorragiques. C'est microscopique. Les localisations terrestres, ce sont la substance blanche sous-corticale. C'est une zone de transition entre la substance blanche et la substance grise. Parasagittale, c'est-à-dire à côté de la médiane, et frontotemporale. Le corps calleux également, dans 47% des cas. Il touche le splénium du corps calleux, c'est-à-dire la queue du corps calleux. Plus ou moins, donc une atteinte du septum pellucidum. Le septum pellucidum, c'est cette membrane qui sépare les deux ventricules, à droite et à gauche. Le fornix, c'est le toit du troisième ventricule qui est incriminé dans la mémoire. Et vous avez les hémorragies intraventriculaires associées. Mais ce sont des lésions de la zone de transition entre la substance blanche et la substance grise. Donc le tronc cérébral également. Il touche la partie dorsolatérale du mésencéphale, le périaqueduc, c'est-à-dire la région périaqueducale qui entoure aux alentours de l'aqueduc de Sylvius, la partie supérieure de la protubérance et le pédoncule cérébelleux supérieur. Et les moins fréquents, ce sont les noyaux gris de centraux, le thalamus, l'hypothalamus, le cervelet, l'hippocampe et la capsule interne. Mais c'est surtout
le corps calleux et la substance blanche sous-corticale, avec le tronc cérébral également. Adenoma, les zones qui sont incriminées dans les lésions axonales diffuses. Donc, Hakim, quand on fait les examens complémentaires, on ne voit rien. On fait ce qu'on appelle l'IRM. L'IRM a l'avantage de nous montrer ce type de lésions qui sont microscopiques. Là, les flèches, vous voyez, donc ces lésions de cisaillement, c'est des coupures microscopiques. Hein. C'est des hyperciliales. Hyperciliales. Et des hypos, donc en T2. Cette lésion, c'est microscopique. Ça. Ce sont des lésions qui peuvent expliquer l'état de coma post-traumatique. Donc, ce qu'il faut retenir, le traumatisme crânien est une pathologie fréquente dans les services d'urgence. L'échelle de Glasgow permet l'évaluation et la classification des traumatismes crâniens selon l'état de conscience et la profondeur du coma. Les mécanismes lésionnels et les éléments anamnéstiques sont des facteurs prédictifs permettant de juger de la gravité d'un traumatisme crânien. L'imagerie médicale est indiquée même lors d'un traumatisme crânien mineur sous certaines conditions. La gestion des agressions cérébrales secondaires d'origine systémique, les AXOS, doit être une priorité dans la prise en charge préhospitalière et au niveau des urgences. La pression de perfusion cérébrale est égale à la pression artérielle moyenne moins la pression intracrânienne. Là, il faut toujours la calculer. Et les soins et la surveillance d'un patient traumatisé crânien doivent s'inscrire dans une réflexion systématique dans le but de diminuer l'impact des AXOS. Une approche éducative et préventive réduit les risques des complications secondaires. Et je vous remercie. Merci Hakim. On passe à la partie des questions. Donc, Jihan, je connais Jihan Legras. Pour la question de Jihan. Le risque modéré de l'imagerie doit se faire dans le délai d'apparition. L'imagerie doit se faire modérée, oui. L'imagerie doit se faire dans les délais d'apparition de ces symptômes où on attend 6 heures. Non, c'est à la demande. Donc, apparition des symptômes, on demande le scanner. On demande le scanner. Parce que c'est affaire de temps. Et à chaque fois qu'on a des signes, ça veut dire qu'il y a une lésion qui est en train de se constituer. Si vous voulez, parfois on reçoit des enfants. Remets la question, s'il te plaît. Remets le commentaire. Oui. S'il vous plaît, parfois on reçoit des enfants. On subit une chute avec plaie simple, avec vomissement alimentaire répété. Vomissement, il faut hospitaliser le patient. Un enfant, il faut hospitaliser le patient. Les TDM revenant toujours normaux. Non, il ne faut pas faire. Il faut faire un scanner à la demande. Donc, s'il est normal, donc, on met en condition le patient et on le surveille toujours. Il faut chercher autre cause pour les vomissements. Il faut attendre 24-48 heures. Dans 48 heures, refais un scanner. Ce n'est pas de règle, donc, à chaque fois qu'il vomit, tu fais un scanner. Non. Tu fais un scanner à la demande, donc suite à des vomissements répétés. S'il est normal, tu attends. Tu cherches autre chose. Pourquoi il vomit? Sinon, dans 48 heures, tu refais donc possibilité de lésion secondaire qui ont mis du temps pour apparaître. Zid. Bonne question. Hein? Très bonne question. Les patients de groupe 1 ne nécessitent pas une surveillance de près? Oui, des fois. Pas tous les malades. Hein? Pas, un enfant qui a subi un traumatisme mineur, une petite chute comme ça, donc une plaie, il y en a pas mal. Donc tu sutures sa plaie, donc tu rassures le couple. Et l'enfant peut rejoindre avec une surveillance à domicile. Donc tu préconises une surveillance à domicile en cas de vomissement, en cas de céphalie intense, en cas de... Donc il commence à être somnolent et répond difficilement. Là, donc on est obligé de
rejoindre l'hôpital. Là, on demande un scanner. Hakim, lors d'un hématome extradural, comment on différence un hématome extradural et un simple traumatisme si la symptomatologie passe inaperçue au début? C'est la clinique. C'est la clinique. Donc, toujours Et la... oui, il faut se baser à la clinique. Également, il y a la vulnérabilité du traumatisme, la violence du traumatisme. La violence du traumatisme. Mais c'est la clinique. Et il y a des patients chez le nourrisson et chez le sujet âgé également. Ce sont deux tranches d'âge qui posent un problème. Et la clinique, on se base toujours à la clinique et l'intervalle libre. Alors, un patient qui fait un traumatisme crânien avec score de Glasgow 15, pourra-t-il faire des complications à long terme? Pas toujours. Pas toujours. Score 15, ça veut dire que le patient, il n'a pas de lésion. De bon pronostic, normalement. Oui. Est-ce que les lésions de la substance blanche peuvent engager le pronostic du malade comme les lésions de la substance grise? La substance grise, c'est la zone fonctionnelle. La substance blanche, c'est la zone donc, de passage des axones. Ce sont des lésions un peu nocives. Ils peuvent donner des complications par la suite. Ce sont des complications neurocognitives surtout, qui sont bien spécifiques pour les lésions axonales diffuses. Mais les lésions du cortex donnent des lésions focaux, ça veut dire qu'il y a un déficit, des convulsions. Il peut avoir une convulsion post-traumatique, donc il garde comme des séquelles des convulsions, des convulsions post-traumatiques. Et un traitement Donc, de long cours. la lésion de substance grise plus dangereuse que les lésions de substance blanche. L'inverse. La substance blanche, également, les lésions, ce sont des lésions de cisaillement. Donc, c'est des lésions axonales. Axonales. Et elles sont profondes. La substance blanche, elle est profonde. Elle est profonde. Et l'œdème, quand on a un œdème de la substance blanche, donc il va s'invaginer, donc il va toucher les structures les plus profondes, ce sont les noyaux de la base. Les noyaux, le thalamus, l'hypothalamus. Et ce sont des lésions qui donnent un aspect clinique très poussé. Très grave, quoi. Les critères pour faire un scanner cérébral ne sont pas en relation avec la stadification clinique et la gravité du traumatisme. Bon, un comateux, tu n'attends pas, tu fais un scanner, donc il est pris en charge en réanimation, donc tu fais un scanner. Et on est sur les malades de gravité 1 et 2. Et là, donc, d'ailleurs, les comas de gravité 2, ils sont hospitalisés, en général. Grade 1, ils peuvent rejoindre, ou de gravité modérée, ils peuvent rejoindre le domicile. Et en cas, donc, s'il y a une aggravation, le scanner peut être demandé par la suite. Mais de gravité 2, ça veut dire que c'est un patient qui peut faire un problème neurochirurgical ou neurologique. Donc, c'est des patients qui peuvent bénéficier donc d'un scanner cérébral. C'est à la demande. C'est en fonction de l'état clinique. C'est en fonction d'un état clinique grave, ça n'entend pas. Mais si tu as les critères éventuels d'un hématome extradural, donc tu n'attends pas. Un patient qui a fait le matin un scanner avec une notion de Gallikov, il vient dans un tableau de coma. Ça veut dire qu'il est en train de faire un hématome extradural. Donc tu fais le scanner. Malgré initialement le trauma crânien, il était gradé 1 de bon pronostic ou de gravité modérée. OK. À notre niveau, au niveau des urgences, on se base sur les critères de Heidel, très bien, où on demande par excès un scanner. Oui, à la rigueur, donc vous demandez un scanner pour tous les... imaginez, donc tu as 50 malades traumatisés crâniens, tu vas demander les 50 scanners, donc c'est à la demande. Alors, qui sont hospitalisés avec un scanner.
Donc, un malade hospitalisé, il a son scanner. Mais les critères donc, diffèrent. On fait un scanner natif, on fait aussi, je ne sais pas si c'est avec, c'est Donc, quoi natif? avec le produit de contraste. Non, non, sans produit de Le- contraste. Sans Dans le produit de cas d'urgence, contraste. sans produit de contraste. Les densités, donc vous avez l'hyperdensité du sang et vous avez l'hypodensité de l'hémadame, de l'œdème, ils sont donc interprétables, quoi. Ah oui. Donc, un grand merci au professeur Samir Souban. Est-ce qu'il y a C'est d'autres questions? c'est un nom. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, il existe. Oui, profitez-en au maximum. Hein. Traumatisme Oui. crânien, je n'ai pas saisi le. Professeur, et les traumatismes crâniens par les corps étrangers tranchants, la conduite à tenir devant cette situation. C'est très dangereux, ça. C'est très, très, très intéressant, ça. C'est très particulier. Là, donc, la gravité, elle est engagée déjà. Donc, la gravité, elle est engagée. Donc, c'est une plaie crânio-cérébrale. Une plaie crânio-cérébrale engendrée par un objet qui est tranchant. Donc, là, le patient est entrepris directement au bloc opératoire. On ouvre bien l'os. Donc, on entoure bien cette plaie. Et on retire donc, des fois, donc, ils viennent avec l'objet qui a fait le traumatisme. Un tournevis, des fois on a eu un cas de couteau carrément. Donc. Et là, donc, on doit enlever le couteau, donc sous vision directe, on ouvre bien la durmère et on fait l'hémostase et on ferme la durmère. Mais le pronostic infectieux, il est multiplié par. Donc, le pronostic infectieux, il est engagé. C'est beaucoup plus l'infection qui va le tuer, plus que l'objet. Bien sûr, donc, quand il est implanté dans une zone qui n'est pas fonctionnelle, qui n'est pas profonde également, donc ça dépend de la lésion engendrée par ce corps étranger tranchant. S'il touche des zones profondes, donc le pronostic il est en jeu, donc on opère, mais la lésion, elle est là. Mais quand l'objet tranchant n'a pas dépassé certaines limites et il est superficiel, donc on a eu des cas où il y a un déficit tout simplement qui a été résolu par la rééducation fonctionnelle par la suite. Très bonne question. L'antibiotique et la Hakim, est-ce corticothérapie. que La corticothérapie, oui, donc c'est pour l'œdème. L'antibiotique, non. Non, l'antibiotique, c'est en cas donc de plaie ouverte, donc quand on a une plaie, mais quand on a un traumatisme fermé, donc l'antibiotique, non, non pas. Mais la corticothérapie, elle est d'emblée dans les œdèmes cérébraux post-traumatiques. Hakim, lors de la rupture de la barrière hémato-encéphalique, est-ce qu'il existe un risque d'un méningoencéphalite? Dans ce cas, on utilise l'antibiothérapie. Non, non, ça n'est pas systématique. C'est pas donc sur le plan neuronal donc, pour expliquer le dème cytotoxique et le dème interstitiel, quoi. Donc, il y a une ouverture de cette barrière hémato-encéphalique qui est formée par une membrane basale avec des lipides, des lipides, des astrocytes. Et vous avez donc, elle est ouverte. Donc, il y a des produits, des protéines et des ions, des électrolytes qui sont déversés dans l'espace interstitiel et ça engendre un œdème interstitiel. Le pronostic, non, non, ce n'est pas l'infection. Il n'a pas, la barrière hémato-encéphalique n'est pas en rapport avec l'infection. OK? C'est sur le plan neuronal, c'est le plan anatomique, quoi. Mais quand on a une plaie ouverte, avec une PCC comme le cas du corps étranger, donc là, donc le pronostic est là, donc il faut systématiquement une forte antibiothérapie. Une forte antibiothérapie. Oui. Hakim, pour le prise en charge des hématomes sudorales se fait selon la taille? Oui, oui. Il y a des critères. Les critères de Bender. Donc, un hématome important, il donne un déficit à une aphasie. Donc là, il faut opérer. On peut avoir donc des hématomes non symptomatiques, asymptomatiques.
Là, il faut traiter médicalement par les corticoïdes et attendre et refaire des scanners de contrôle. Mais quand il est important, un croissant qui est très important, il faut opérer parce qu'il est cliniquement parlant. Et on opère. Et le malade récupère facilement. Et c'est une intervention simple quand elle est faite dans les conditions. Mais quand elle n'est pas faite dans les bonnes conditions, on a l'infection qui va. Et ce sont les ambièmes qui vont s'installer par la suite. Il y a les récidives dans les hématomes suduraux. Il faut opérer à travers un trou, un travail de 5 à 10 minutes. On évacue, on lave et on lâche un drain. Et le lendemain, c'est une évolution spectaculaire. Sur la place, il reprend le déficit. Voilà. Pour l'hématome épidural, donc c'est rachidien. On doit, ou tu veux dire extradural, on doit laisser le patient sous surveillance pendant l'intervalle libre, bien sûr. Bien sûr, pendant l'intervalle libre. Pendant l'intervalle libre. Bien sûr. S'il y a une notion de perte de connaissance initiale. Tu l'admis. L'indication du prise en charge chirurgicale devant un hématome extradural. Diagnostiqué, tu l'opères, ma chère. Il y a des hématomes extraduraux à surveiller quand ils ne sont pas importants, de petite taille. Là, donc, on surveille. Et la surveillance clinico-radiologique, ça veut dire que tu dois te mettre devant le malade, tu le surveilles régulièrement et tu fais des scanners réguliers. Combien de scanners tu vas faire? Et ça pose un problème également de prise en charge. Mais l'hématome extradural compressif, parlant avec la clinique qui est parlante, il faut l'opérer. Hakim, est-ce que l'hématome extradural de petite taille, la résorption, ça se fait normal? Ça peut se faire. Sans intervention. Sans l'intervention, mais ça met du temps. Ça met du temps. Et ça demande, parce que tu fais des examens radiologiques, scanographiques réguliers. Quand est-ce que tu vas faire sortir ton malade? Quand l'hématome va disparaître. Et pour disparaître, il faut du temps. Donc, ça pose un problème. Des fois, donc, on opère. Pour écourter l'hospitalisation. Oui, l'indication de la trépanation. Tu veux dire quoi par l'indication de la trépanation? La trépanation, c'est faire un trou. Le trou, on le fait là, on regarde l'hématome, par exemple, sudural. Mais quand on a un extradural, il faut faire un volet osseux, c'est-à-dire plusieurs trous. On enlève l'os et on le remet par la suite, après évacuation de l'hématome. Trépanation, ça veut dire un trou. Oui, l'indication, donc quand on a cliniquement et radiologiquement, on est sûr que c'est l'hématome extradural. Trauma crânien minime, chute de sa hauteur d'un enfant avec perte de connaissance initiale. C'est quoi? Avec PTIC en poussée, sans signe clinique neurologique. Je ne sais pas si j'ai PTIC, c'est quoi PTIC? En poussée, sans signe clinique neurologique. Pression intracrânienne. Pression? Pression. Non, je ne pense pas. Hormis hématome subcutané frontal, donc faut-il faire un TDM cérébral chez un enfant? Il est conscient, donc je le mets à la rigueur donc en surveillance, soit à domicile, et si j'ai de les places, je l'hospitalise. Mais scanner d'emblée, non. Un hématome subcutané frontal, non. Ce n'est pas de règle la TDM cérébrale dans ce cas. On peut récupérer un engagement déjà installé. Rarement, exceptionnellement. Rarement. Quand il est installé, c'est difficile. C'est difficile. Il ne faut pas arriver au stade d'engagement. Il faut utiliser tous les moyens pour éviter l'engagement, et médical et chirurgical. Et la chirurgie, elle est basée sur une bonne diagnostic et l'indication opératoire. Une hydrocéphalie post-traumatique, elle tue s'il n'a pas été pris en charge. Un hématome qui va s'aggraver et cliniquement, donc il y a les signes d'aggravation progressive.
Donc, tu sais que cette aggravation, quand elle s'installe, elle est irréversible. Le signe qui va s'installer ne va pas disparaître. Il faut la main du chirurgien. Donc là, il faut intervenir rapidement. Et on a eu des cas où on l'a récupéré. Mais il est exceptionnel et rarement de récupérer un engagement déjà précipité. Pourquoi les jeunes ont plus de risques de développer un hématome épidural? Donc, hématome épidural, ça veut dire extradural. Oui, les jeunes sont actifs. Ils sont les sujets au traumatisme crânien, les accidents de la voie publique et les accidents surtout les chutes, les accidents sportifs également. Ils sont plus exposés à faire les hématomes extraduraux. Parce qu'ils sont les plus exposés au traumatisme violent. Parce qu'ils sont actifs. Quand tu es devant un polytraumatisme avec hématome suddural et des fractures zygomales en plus de fractures au niveau de la jambe. Donc, hématome suddural, s'il est compressif, il est important, je l'opère. Bon, l'orthopédie va prendre en charge par la suite la fracture de la jambe. Et zygomatique, là, donc, s'il y a intervention du maxillofacial. Mais l'hématome suddural, aigu, s'il est important, je l'opère. La chirurgie a sa place dans l'hématome. La chirurgie a sa place dans l'hématome suddural chronique. Oui, il faut opérer. Oui, il faut opérer. Oui, bien sûr, elle a sa place. L'hématome suddural chronique, il faut l'opérer. Il faut l'envoyer au neurochirurgien, il faut l'opérer. On fait un trou et on lave et on évacue l'hématome. La trépanation est d'emblée dans l'hématome épidural et a des indications de l'hématome suddural à taille. Oui, l'effet de masse. Quand un hématome suddural fait un effet de masse, donc il est important, il dévie, donc il peut engendrer un engagement. Donc il faut opérer. Et oui, la trépanation, elle est d'emblée dans les hématomes extraduraux de grande abondance. Il faut opérer, bien sûr. Alors, Donc, docteur je pense, oui, je pense que toutes les questions. j'espère que j'ai bien N'arrivent. transmis le truc, malgré que c'est un cours un peu. Il y a beaucoup de détails, il y a beaucoup de. Mais je pense, docteur Younes, avec le temps, on va faire pathologie par la suite. Je pense, si on prend par Inch'Allah, exemple Inch'Allah. les hématomes C'est extraduraux, donc on va faire les hématomes extraduraux. On va c'est faire un les honneur pour hémorragies. moi, docteur. Non, c'est une obligation. Quand on a les capacités d'enseigner, on enseigne. Et les étudiants, donc, ils sont sous nos responsabilités, les étudiants. Même qui travaillent un peu en dehors, donc des centres hospitaliers universitaires. Donc, là, donc, ça vous permet donc, de leur transmettre beaucoup de choses. Et une sorte de réconfort pour eux. Parce que là, donc, certains, donc, c'est sûr, donc, ils ont passé à côté des hématomes extraduraux, des hématomes. Donc, les lésions neurochirurgicales dans la prise en charge, elle est difficile. Voilà. Un grand merci, professeur Sivan, pour votre disponibilité et votre explication très claire et facile. Un grand merci. يعطيكم الصحة. Et à très prochainement, Inch'Allah. Inch'Allah. J'attendrai votre prochain live. Bismillah. Inch'Allah. Au revoir. Au revoir. Bon, tout le monde, merci pour votre participation dans les commentaires. Bismillah ila liqa'in akhar. Merci. Bonne nuit.